alliés pour un monde nouveau. Dites-moi où sont les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, où sont les hommes? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Où sont les hommes? Le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants et qui nous font un retour bienveillant sur l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Cyril Noé, multi-entrepreneur et conférencier. Bonjour Dépi, Bonjour, comment vas-tu? je t'ai pris d'avance pour le bonjour. C'est ça. Eh ben, écoute, ça va, en pleine forme, et toi aussi j'ai l'impression. Oui, bah, toujours, toujours. C'est toujours important de garder le moral et je suis vraiment contente de t'avoir comme invité sur ce podcast. C'est pareil, je suis très content de pouvoir venir donner un petit peu ma vision des choses sur l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup. Bah, sans plus tarder, je te laisse la parole. Donc, présente-toi et du coup, partage-nous ton parcours entrepreneurial qui est très, très riche. Effectivement, bah, la plupart des gens me connaissent par rapport à l'Informatruck, qui a été ma start-up la plus médiatisée, sur mon engagement de longue date pour la réparation, notamment pour les particuliers en ruralité. Après, c'est vrai que j'ai eu plusieurs start-up, plusieurs vies d'entrepreneurs, on va dire, et certaines qui continuent aujourd'hui. Donc j'ai plusieurs boîtes dans l'informatique, et maintenant j'ai pivoté un petit peu, on va dire, suite aux demandes qui m'ont été faites, de faire un peu de conférences, un peu de formation, mais à ma sauce. Je suis pas un théoricien, donc on fait disons, de l'expérience formative avec plusieurs associés dans Propulsé, qui est ma nouvelle boîte. Ça permet d'accompagner des startups, aussi des entreprises plus classiques, à, à s'auto-botter le cul de l'intérieur, on va dire, pour vraiment avancer vite et utiliser tout ce que j'ai pu apprendre à travers mes parcours pour le transmettre et pour aider les autres à entreprendre de manière plus facile. Bah, merci à toi. Alors, tu as parlé justement d'informatique. Alors, justement, quel est ton rapport à l'informatique, justement? Pourquoi l'informatique? C'était une évidence très tôt. Donc, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mes grands-parents de chaque côté étaient entrepreneurs. D'ailleurs, ils l'ont été jusqu'à très très tard. Malheureusement, ils sont plus là aujourd'hui. Mais le grand-père, notamment côté paternel, lui, était l'un des premiers importateurs de, comment qualifier ça, de merdouilles électroniques chinoises des années les réveils matins low cost, les trucs comme ça. Il importait plein de trucs électroniques. D'accord. Donc c'était avant l'ère informatique. Et mon autre grand-père, qui était, je tiens à le dire, associé à ma grand-mère, parce qu'elle assurait la gestion, lui assurait le technique et le commerce, euh, lui avait créé à la base une boîte D'accord. comment dire, de fabrication de pièces sur mesure avec des CNC, mais dans les années 90. Donc c'est à l'époque où les machines-outils automatisées n'existaient pas vraiment, il les a quasiment créées lui-même. Donc oui, il y a toujours eu cet aspect tech hein, dans la famille. Je passais mes vacances à faire de l'Excel pour parce qu'il n'y avait pas l'IA à ce moment-là, Ouais, ouais. pour pouvoir gérer les boîtes avec eux. Ah bah, c'est parfait. Et puis dès très petit, j'avais envie d'aller aider les gens à mieux comprendre les machines ce que j'avais dit très petit. Enfin moi je m'en souviens pas, mais c'est mes parents qui m'ont montré les cahiers d'école. CM1, CM2, je voulais réconcilier les gens et leurs machines. C'est ce terme réconcilier qui aujourd'hui fait sens avec le parcours que j'ai fait et qui va encore plus loin avec la partie formation et conférence, puisque là c'est du direct avec comment les gens vont fonctionner avec leur machine, et encore plus avec l'IA bien sûr, qui est une machine très particulière. Je confirme. Et qu'est-ce qui, bon, après tu l'as dit, hein, de toute façon, tu étais dans une famille d'entrepreneurs, mais tu aurais pu peut-être bifurquer et faire autre chose. Qu'est-ce qui t'est dit, bah, je vais entre guillemets suivre la tradition entrepreneuriale quelque part? Je l'ai pas du tout suivi, mais alors pas du tout. J'ai été d'abord salarié, alors j'ai fait un début de carrière très bordélique, puisque j'étais trop mauvais en maths pour faire de l'informatique, j'en rigole encore, donc j'ai pas pu faire mon BTS. T'es pas le seul, hein. Donc maintenant, c'est moi qui enseigne en université, sans jamais avoir fréquenté les universités, donc ça c'est rigolo. Mais ouais, donc j'ai pas pu faire mon diplôme informatique alors que j'ai monté mon premier ordi, j'avais 10-11 ans. Je faisais plus que le programme, enfin je gérais plein de trucs, je faisais les sites web, les machins. Bon, ils m'ont pas accepté, et à la limite tant mieux, parce que ça m'a forcé à faire des chemins de traverse. Je suis parti au Canada pour bosser dans le monde du jeu vidéo, après m'être fait remarquer de chez moi, en jouant. Excellent.
Et puis bah, en revenant, j'ai fait différentes boîtes, j'ai fait voilà, des SS2I. Et ce qui m'a donné envie de créer, c'était une réaction. Ouais. J'ai eu une année, donc c'est 2017, ma première boîte. J'ai eu une année très compliquée où j'ai eu une blessure qui m'a amputé de mon hobby, on va dire. Je pouvais plus pratiquer le sport que je faisais, qui était le tir à l'arc. Derrière, j'ai j'ai eu un divorce. Plus j'ai été licencié quelques mois après de la SS2I où j'étais directeur technique pour des raisons simples, c'est des divergences sur la façon de traiter les clients. Oula, ok. À savoir que bah, quand on prend ses clients pour des vaches à lait, c'est compliqué pour moi. Ouais. Et surtout quand on tombe presque dans de l'arnaque et en générant ou en faisant en sorte que les clients soient en panne pour les facturer, c'était pas possible. Ah, clairement pas. Ouais. Donc j'ai créé une SS2I qui était ma première boîte, qui existe toujours, qui est à Chantilly, qui s'appelle Check Nourri Technologies. Trop bien. Et oui, il y a le jeu de mots avec Chuck Norris. Ah, mais il est excellent. On peut pas, on peut pas ne pas retenir, quoi. Et le principe, c'est l'informaticien qui met les pieds où il veut. Donc voilà. Et ça, bah, c'est vraiment cette partie réconciliée, puisque les gens se plaignent de leur machine parce qu'elle tombe en panne. Et donc, j'ai créé un outil qui est basé sur de l'algorithmique. Maintenant, j'ai le droit de dire que c'est de l'IA, mais à l'époque, le terme n'était pas utilisé, qui prédit les pannes des machines en fonction de leurs composants jusqu'à 3 mois à l'avance. Et donc, en fait, bah, j'ai une SS2I, mais qui n'intervient pas. Mes salariés interviennent avant la panne pour la plupart du temps et sont vraiment là pour assister les utilisateurs dans leur quotidien et pas pour réparer des machines puisqu'elles ne tombent pas en panne. Bon alors bien sûr, renverser un café dans ton clavier, ça je peux pas le prévoir, hein. Je précise tout de suite. Mais donc ça, on a été en demi-finaliste du concours international de l'innovation en 2017. Ça a été vraiment un gros lancement pour moi, ma première boîte, où j'ai fait énormément d'erreurs, mais vraiment beaucoup, 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 qu'auraient pu être évitées si j'avais été un peu mieux accompagné, si j'avais suivi plus de conseils aussi en me renseignant à droite à gauche, mais c'est toujours compliqué sur la première, même en ayant une famille d'entrepreneurs pour le coup. Ouais, faut faire ses propres armes et un peu, c'est un peu comme on dit la première crêpe et qu'en vrai, bon bah voilà, tu testes, bon bah tu tombes, mais après tu te relèves et tu tires parti justement de voilà de cette chute quoi. Et c'est ça le plus important, c'est cette notion de résilience, de rebond ou de pivot suivant la situation, mais de pouvoir avancer et surtout de ne jamais refaire les mêmes erreurs, donc de tirer les enseignements, de prendre le temps d'analyser ce qui peut être amélioré ou ce qui n'a pas marché. Et ça nécessite de ranger un peu son ego de temps en temps dans sa poche, de dire bon, qu'est-ce que j'ai merdé là quand même, pourquoi j'ai fait ça? Ça c'est important. Clairement. Et là maintenant, par rapport justement, donc les startups que tu accompagnes, comment est-ce que tu fonctionnes précisément? Maintenant, il y a une startup qui te contacte, quel va être le suivi? Alors c'est très aléatoire. Déjà, je choisis beaucoup parce que si c'est pas quelque chose dans lequel je crois, ça sert à rien que je vienne les accompagner parce que je vais être un simple consultant, moyennement impliqué, comme il y en a beaucoup, qui donne des conseils bateaux et puis bah au final ils servent pas à grand chose, hein, soyons clairs. Non, là moi je choisis les startups que j'accompagne. C'est pas forcément des gens dans des domaines que je maîtrise. Bah, là derrière, là on est dans mon atelier, donc voilà, je savais pas que c'était en visio, j'avais pas fait attention, donc j'ai pas rangé, c'est le bordel. Mais c'est parfait, on est dedans, c'est nickel. Et en justification, et ça peut servir à ton auditoire qui peut-être est bordélique, ce qui est souvent le cas hein, chez les entrepreneurs. Je me raccroche souvent quand on vient critiquer mon bureau ou mon atelier à la citation d'Einstein. Déjà, ça fait bien de citer Einstein, toujours. Mais a priori, c'est une vraie citation. Et donc, qui disait que un bureau encombré dénote d'un esprit encombré. J'aimerais pas avoir un bureau vide. Ah bah bien sûr. Donc, moi, ça me va bien. T'es aligné avec ça. Voilà. Non, après, les startups que j'accompagne, bah là, tu vois, tu as un morceau, ça, c'est un truc de spa. Je peux pas en dire plus parce que le produit est pas sorti, mais je les accompagne pas que sur l'évolution de leur startup. Voilà, un accompagnement qu'on a surnommé la rampe, c'est-à-dire vraiment l'idée de lancer leur boîte de 0 à 1, d'aller jusqu'au MVP, donc leur premier produit sortant. Mais bon, quand ça tombe un peu dans mon domaine technique, bah, plutôt qu'ils aillent chercher un expert externe ou autre, je participe moi-même à l'élaboration du produit, ce qui me permet derrière de mieux les accompagner aussi en termes de start-up. Ça, c'est basé sur l'expertise que j'ai acquise avec les différentes startups et notamment avec l'Informatruck, qui a été la plus prégnante. Et donc, il faut forcément des éléments à impact dans ce que je fais, sinon, bah,
j'ai mon engagement, donc sinon je peux pas avancer. Bah, je suis raccord avec toi. Alors justement, c'est bien que tu nous parles justement de Informatruck. Donc, parle-nous d'Informatruck et ce qui a justement t'a propulsé jusqu'à justement participer à l'émission Qui veut être mon associé? Bah, Formatruck, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'était une sorte de spin-off de Check Nourri. C'était un petit projet annexe sans trop d'ambition. Donc Check Nourri qui gère les TPE, PME, mais on gérait un tout petit peu la réparation aussi des ordis, des particuliers du secteur autour de Chantilly. Et le camion, à la base, je l'ai créé pour deux choses. En premier lieu, c'était pour mon grand-père, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui je faisais de l'Excel quand j'étais jeune, parce que lui qui connaissait tout, qui m'a enseigné l'informatique, qui savait tout faire, tout réparer, avec l'âge malheureusement on perd vite, on sait plus faire, c'est l'un des drames du vieillissement, le vieillissement cognitif. Ouais, Et donc, quand j'allais le voir le week-end, je passais plus de temps à remettre sa télé en état, à remettre un logiciel sur son ordi, à jouer avec son téléphone pour qu'il puisse nous appeler, mettre des messages parce qu'il avait désinstallé telle ou telle appli ou tel truc sans faire exprès. ouais, Et je profitais plus du temps avec lui, je faisais que du technique. Donc je me suis dit, bah c'est pénible, il n'y a pas un informaticien près de chez lui, et nous on est dans l'Oise, lui il habitait à 45 minutes de chez moi, donc ça faisait déjà un bout de trajet. Et non, il n'y a pas d'informaticien près de chez lui. Les plus près, c'était la grosse ville, à 20 minutes de route, sauf que conduire à son âge, c'était compliqué, les gars se déplaçaient pas, donc pas pratique. Puis bah, au fur et à mesure, on discute, tout son quartier, entre guillemets quartier, parce que c'est du village, hein, c'est résidentiel, on est sur des seniors donc qui ont les mêmes besoins que lui, qui ont du mal avec les appareils. Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux communiquer avec ta famille, c'est rarement en physique. Souvent, voilà, c'est une visio comme on fait là, c'est le téléphone. On parle pas du téléphone fixe, hein, ça devient de plus en plus rare. ouais, tu es obligé de faire avec. Donc c'est très compliqué pour ces personnes âgées qui sont isolées. Et c'est comme ça que le concept du truck a émergé en se disant, bah, si eux peuvent pas se déplacer, c'est l'atelier qui va venir. On va déplacer l'atelier à côté de chez eux, sur un point d'intérêt où ils vont. Donc sur la place du village, ou sur le petit commerce à côté, le petit supermarché rural du coin. C'est comme ça qu'est né le concept. C'est à la base pour aller aider les seniors, dont mon grand-père. Je suis content il ait eu le temps d'ailleurs, avant de nous quitter, de voir le prototype. Il a vu le tester lui-même, le proto. Ouais, super. Et après, l'autre partie, parce que l'informatruck, le concept, c'était donc des camions ateliers autonomes de réparation qui vont dans les zones rurales couvrir les zones blanches de réparation. Mais il y avait un deuxième aspect important qui était l'inclusion handicap dedans. À savoir que tous les techniciens, et qui étaient également les conducteurs de ces petits camions-là, étaient formés chez nous et étaient recrutés en étant en situation de handicap, puisqu'on fabriquait nous-mêmes les camions sur mesure. Ça permettait que le camion soit leur outil de travail compensant leur handicap. Ok, Et ça, c'est venu avec la rencontre de Yann, qui a été le premier tech trucker, technicien conducteur, que j'ai rencontré en offrant mes déchets à une association. Donc mes déchets électroniques de Check Nourri, je les offre depuis des années à une asso. Et là-bas, j'ai rencontré Yann, qui était en cours de réinsertion. C'est une asso où les gens restent pas longtemps. C'est pour leur redonner goût au travail aussi. Et qui sont tous pour soit venant donc de l'insertion, soit handicap, soit les deux. Donc Yann, c'était les deux. Puis bah, on a bien accroché et j'étais en train de lancer le truck. Je me demandais comment faire mieux encore en termes d'impact. Bah, je lui dis, viens, on va boire une bière, j'ai envie de te proposer un CDI. Ok. Donc il est venu, on a discuté, je lui ai dit ce que je voulais faire, il a été enthousiasmé par le projet et on a construit le prototype ensemble. On a été le chercher ensemble. d'accord. Et d'ailleurs, à l'époque, on devait avoir une équipe de zone interdite qui venait avec nous pour parler de l'insertion handicap. Finalement, ils sont pas venus au dernier moment, dommage. Ouais, c'est clair. J'ai quand même filmé la réaction d'Yann quand il découvre son camion, c'était Noël pour lui. Ah, tu m'étonnes. Parce que là, ça lui donnait un boulot, une perspective d'avenir. L'entreprise, comme on est assez connu sur le sud de l'Oise, on avait pu lui trouver un appart en faisant en sorte de convaincre les bailleurs. Enfin, on lui donnait une nouvelle vie. C'est quelqu'un qui a connu la rue, enfin, qui a été vraiment très très bas, aussi, au-delà du handicap lui-même qu'il avait. Donc ça a été la première partie. On a posé le proto, puis on a lancé le truc en se disant on va voir. C'est une extension de notre boutique. On va voir ce que ça donne. Ouais. Et très vite,
on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les particuliers isolés qu'on avait besoin, mais en fait tout le monde. Parce que la boutique du coin, elle n'est pas forcément disponible tout le temps, les gens ne veulent pas forcément réparer tous les appareils. Donc dans les petites villes, il y avait du besoin. Et puis en faisant les études de marché derrière, on se rend compte qu'il y avait près de 21 millions de personnes concernées en France par un manque de services. Donc ça a grandi très vite, notamment avec le passage en qui veut être mon associé. Enfin, on est passé très rapidement de 1 à 12 camions. Le 13e était en cours de lancement quand malheureusement ça s'est mal passé. Ouais. Mais le projet en lui-même a eu le temps de gagner plus d'une trentaine de prix nationaux et européens sur la durabilité, sur l'impact, puisqu'on touchait 7 des 17 ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, qui est la classification, on va dire, d'impact. Et on a été pendant longtemps dans le top 3 des entreprises les plus vertueuses de France au niveau de l'impact score. Donc c'est vraiment l'objectif, c'était d'ajouter toujours plus d'impact positif dedans, à chaque itération du projet. Non, mais c'est vraiment, j'ai tout de suite, je me rappelle quand je regardais l'émission, j'avais tout de suite accroché. Est-ce que c'est vrai que j'étais là en me disant, mais c'est vrai en plus. C'est vraiment pas bête Oh non. que vraiment pouvoir se rendre à disposition des personnes qui, bah, justement, qui n'ont pas cet accès-là et que surtout qu'on est dans une ère qu'on ne peut pas dire qu'on peut plus faire sans, en fait. Et donc, du coup, d'avoir cette disponibilité pour pouvoir réparer, parce que, voilà, je vais te dire cash, enfin, tout ce qui est obsolescence programmée et tout, enfin, voilà, enfin, à un moment donné, on ne peut pas continuer à consommer, acheter, alors que des fois, ça peut être réparé et être encore fonctionnel, quoi. Donc, ouais. Bah, puis là, cet été, on est au bon moment pour en parler avec la désactivation forcée de Windows 10 par Microsoft pour les machines qui ont plus de 7 ans. On va se retrouver avec des millions de machines obsolètes alors qu'elles fonctionnent très bien. Mais Donc c'est une réalité. L'obsolescence des composants, c'est dramatique. L'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, lutte contre ça aussi. Donc nous, on faisait partie des soutiens de HOP. L'informatruck a été utilisé en exemple aussi pour influencer les lois européennes et françaises sur la réparabilité, sur les indices de réparabilité. Et tant mieux, on sait qu'on a servi à sensibiliser. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'en réalité, beaucoup encore se disent non, réparer, c'est pas une option, je jette, je remplace. Mais ils ont un siècle de retard, peut-être même plus maintenant. C'est juste pas possible. ne nous désespère pas, s'il te plaît. Il faut réparer aujourd'hui. Il y a tout est fait pour qu'on puisse réparer à peu près correctement, dans des tarifs à peu près raisonnables, mais les choses s'améliorent avec le temps, puisque les fabricants sont de plus en plus obligés de donner accès à leurs pièces, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, où il fallait tricher pour aller les choper directement à la sortie des usines chinoises, ou aller chercher des copies de mauvaise qualité de pièces, et donc ça créait d'autres problèmes derrière en termes d'image de réparation. Mais Mais ça, c'est ouais, c'est aussi un gros sujet. clairement. Pour continuer justement sur qui va être mon associé, alors je pense à ceux qui nous écoutent et nous regardent, qui souhaitent se dire, bon, bah, je vais peut-être tenter l'aventure, comme, alors, le avant, pendant et après, en termes de, oui, de la préparation, le mindset, comment c'est exactement? Qui veut être mon associé? Donc, on avait fait déjà beaucoup de concours avant de postuler. Donc, j'étais très confiant sur la partie pitch, explication. Je commençais à être vraiment à l'aise sur scène, aussi dans différentes configurations. Donc, ça m'inquiétait pas. En revanche, quand je voyais les projets qui y passaient, je me suis dit, non, c'est pas pour nous. On a un chiffre d'affaires ridiculement bas, même si on a un bel impact, c'est trop tôt. Et bah, j'ai postulé par principe, en me disant, allez, je vais voir ce que ça donne, j'aurai une réponse négative, mais l'an prochain, au moins, je saurai un peu quels sont les premiers échanges et ce qu'ils attendent. Bon, au final, j'ai été contacté par l'une des journalistes derrière, Dorothée, qui est adorable, qui me dit, oui, voilà, ton projet, c'est chouette. Je lui dis, non, mais j'y crois pas, en fait. Je sais qu'il y a 3 ou 4 000 candidatures par an, peut-être plus sur l'édition 2025. Mais en tout cas, en 2023, c'était cet ordre d'idée-là. Ouais, Puis non, on va pas être sélectionné dans les 50 derniers avec notre camion rigolo. Bon. Et au final, bah, c'est elle qui a été convaincue du projet, qui nous a présenté après à la production. On a passé les différentes étapes. Je vais garder un peu de secret des différentes étapes pour que les startups qui postulent puissent découvrir ce parcours intéressant qui fait aussi bosser sur sa boîte pendant le parcours de prépa. Et puis bah, on est sélectionné. Donc on a une équipe de tournage qui débarque durant l'été pour faire le sujet d'abord chez nous. ouais.
avant d'aller sur le plateau. On n'y croit toujours pas à ce moment-là. Tant que je suis pas sur le plateau, je dis non, ils vont nous dire non la veille. Et puis arrive le moment du plateau, alors on a préparé un truc, on s'est dit, allez, quitte à y aller, on prend un risque de dingue, on va faire une vraie réparation en live sur le plateau avec un camion. Ça n'a jamais été fait ce genre de truc, même si ça rate, c'est pas grave, on y va. Yann, lui, est quelqu'un d'assez timide, donc au niveau des médias, le fait d'avoir déjà une caméra dans le camion, d'habitude, ça le perturbe. Ouais. Là, je dis, bon, sur le plateau, comment ça va se passer? Et en fait, ça s'est très très bien passé parce qu'il y a toute une équipe autour. C'est-à-dire qu'à la télé, on voit juste les 5 investisseurs et les startups en face. Mais en vrai, il y a plein de personnes autour. Les journalistes sont adorables, ils sont là pour nous aider. Il y a des coachs qui sont là aussi pour nous faire bosser, nous préparer en amont et nous accompagner le jour même. Les assistants de prod sont là aussi pour voir nos petits besoins ah, un petit verre d'eau, s'il vous Ah, super. plaît. Voilà, pour essayer de nous déstresser, de faire que tout se passe bien. C'est vraiment, enfin, c'est une équipe qui est adorable, et heureusement parce que c'est super stressant. C'est la journée la plus stressante de ma vie. Ah, j'en doute pas, hein. Pourtant, c'était pas ma première levée de fonds. J'avais déjà fait avant, et notamment sur le truck. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3 semaines avant le tournage, je boucle la levée de fonds pour laquelle je vais sur le plateau. Ah, ouais. Bon, alors ça a changé deux trois trucs. C'est ce qui fait que d'ailleurs qu'ils n'ont pas investi parce que le prix a augmenté entre temps. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux. Je ne pouvais plus leur proposer le prix que je voulais, puisque j'avais déjà des investisseurs qui étaient rentrés, et j'avais une promesse d'investissement écrite qui arrivait quelques jours avant de Renault Group, qui n'est pas un partenaire négligeable, hein, Clairement. et ça nous permettait d'avoir les camions super vite, beaucoup moins chers, d'avoir des options sur mesure, enfin d'être comme si on était un grand compte chez Renault, le fait qu'ils soient chez nous. C'était un truc de dingue, et j'arrive avec tout ça, donc le stress il est là, mais j'ai pas peur parce que j'ai pas d'enjeu. En vrai, je sais qu'ils vont pas investir puisque je vais leur proposer un tarif qui est hors clou par rapport au chiffre d'affaires, mais que je peux pas faire autrement parce que j'ai déjà des investisseurs. Ouais. Donc le stress, il est là, mais en même temps, je me dis, il faut juste que ça se passe bien pour qu'on monte notre produit, pour que les gens comprennent que la réparation, c'est une réalité, que ça peut se faire en quelques minutes dans un camion derrière moi, et que c'est OK, parce qu'il n'y a pas de coupure sur ça, hein. Il faut savoir qui va être mon associé, la première partie, donc le pitch, il n'est pas coupé sauvagement, réarrangé, machin. Ils peuvent faire deux, trois petites coupures pour les moments d'hésitation, mais a priori, il le bouge pas. Mais c'est tout dans son intégralité, quoi. C'est dans l'intégralité. Moi, en l'occurrence, j'ai eu une hésitation sur la deuxième phrase. Bon, allez, de toute façon, j'ai plus de NDA, on peut en parler. Euh, euh, En fait, j'étais tellement dans l'esprit démo, je vais vous montrer ce qu'on sait faire, que j'ai loupé mon intro. Et t'as pas de deuxième chance. C'est-à-dire que normalement, tes deux premières phrases, c'est bonjour, je suis Cyril. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai 37 ans, je viens de Thury-sous-Clermont dans l'Oise, et je viens vous présenter l'informateur. Et ta deuxième phrase, c'est censé être, et pour cette start-up, je vous en propose 10% pour 200 000 euros. Oui, exact, tout à fait. Et comme mon objectif n'était plus le pognon, puisque j'avais fini ma levée et que je savais qu'il ne viendrait pas, j'ai oublié. Donc j'ai pas dit la deuxième phrase, et j'ai enchaîné tout de suite sur mon esprit démo. Alors vous savez, en France, il y a 21 millions de personnes, et donc ils ont des oreillettes, tous les investisseurs, pour avoir aussi des consignes si besoin, et donc c'est Éric Larchevêque qui a eu la consigne de me faucher en pleine phrase en disant «Excuse-moi Cyril, tu veux pas de pognon?» Oh, euh, ah ouais, j'ai oublié ça. Oups. Ils ont coupé ce petit morceau, donc j'ai repris ma phrase. En fait, il m'a coupé deux phrases après, il a coupé vite, donc ça va, j'étais pas trop loin dans la démo. Et donc j'ai repris ça, ils ont coupé ce petit morceau. Mais sinon, ils n'ont pas coupé le reste du pitch du tout. Et le temps du pitch est réel, ce qui veut dire que Yann, derrière moi, a bien eu 3 minutes et 10 secondes pour réparer le téléphone. Alors pour les puristes, je précise, oui, le téléphone a été préparé en avance, à savoir que toutes les pièces étaient pile poil prêtes, tous les outils prêts, à une exception, mais qui sont les gants où on s'était gouré de taille, donc Yann s'est galéré à les mettre, ils étaient trop petits, mais ça c'est pas grave, perdu quelques secondes pour ça. Mais surtout, il y a une part importante qui est la colle sur les écrans. On a réparé un iPhone, sur les écrans d'iPhone, il y a de la colle autour. Et on doit la placer sur un plateau pour faire fondre la colle. Ça prend 10 minutes à ne rien faire.
Ça, on l'avait enlevé avant. C'est-à-dire qu'Yann avait déjà enlevé la colle pour juste gagner ce temps-là, parce que sinon la démo marchait pas. Et bien entendu, à la fin, il n'a pas remis la colle. En réalité, après le tournage, on l'a redémonté pour remettre la colle propre pour faire l'étanchéité. Mais sinon, c'était pareil, il aurait fallu attendre que les petits morceaux fondent un peu pour le mettre, ça aurait été visuellement inintéressant. C'est le seul trucage, on va dire, sur la réparation, sinon tout le reste, c'est réel. Et c'était un téléphone client, si tu veux l'anecdote aussi. C'est un vrai téléphone client avec une pièce prise sur un autre téléphone à nous parce qu'on a paumé nos téléphones d'entraînement. On a su par la suite que l'un de mes collaborateurs pensait que c'était des téléphones qui étaient reconditionnés et prêts à vendre et il les a vendus 2 jours avant. Alors que Yann avait justement 2 téléphones identiques qui n'avaient pas de colle, qui étaient des Samsung plus faciles à démonter, qui se démontaient en 1 minute là où l'iPhone prenait 3. D'accord. Et sauf qu'on les a pas retrouvés la veille, on a su après qu'ils avaient été vendus. En fait, sur le plateau, tout s'est vraiment bien passé. T'as qu'une chance, hein, qui veut être mon associé, t'as qu'une chance de convaincre, et tu dois convaincre les 5. Waouh, fallait vraiment pas se louper. Parce que à la télé, ils font les choses propres, le montage fait que t'as une question à la fois, une réponse. La réalité, c'est qu'ils shootent tous en même temps, des questions différentes, et que tu jongles à temporiser du je te réponds à toi d'abord, puis à toi, puis à toi. D'accord, ouais. Donc c'est voilà, en fait, on reste 1 heure et demie sur le plateau, en live face aux investisseurs, mais ils vont faire un montage de 15-20 minutes. Ah, c'est 1 heure et demie sur le... Alors ça dépend des projets, mais les copains qui sont passés m'ont dit la plupart aux alentours d'1 heure. Moi, ça a duré 1 heure et demie, mais parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses. On leur a fait visiter le camion, ce qui se voit pas à l'écran. Ils ont beaucoup discuté, notamment Stéphanie Delestre, hein, qui est vraiment mon coup de cœur côté jury, et qui m'a suivi d'ailleurs pour m'aider à rebondir après sur ma nouvelle startup. Euh, Elle a été discutée avec Yann. Elle voulait comprendre un peu son parcours aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis ça l'a détendu un peu, Yann aussi. Donc t'as plein de choses. En fait, tout ce qui pouvait se passer mal avant le tournage, tout a merdé. Coup sur coup, tout a merdé. Donc on est arrivé à un niveau de stress monstrueux. Mais une fois sur le plateau, une fois les caméras lancées, tout a été impeccable. Ah, super. Donc c'est ce qui compte au final. La prépa a été chaotique, mais le résultat est bon. Donc, une très belle expérience que tu recommandes de stress. Ok. Ouais. Il faut pas avoir peur de postuler, même si on est très early stage, parce que des fois ils font passer des projets très tôt, parce que ça peut intéresser les investisseurs d'arriver très très tôt. Ouais. D'ailleurs, dans l'un des commentaires qu'ils m'ont fait, c'était Éric Larchevêque, qui a dit justement bah, j'aurais aimé arriver 1 an plus tôt et prendre 30% de la boîte et qu'on le développe ensemble. Typiquement. Alors que pour moi, j'arrivais trop tôt, mais bah, pas forcément pour eux. Chaque investisseur a sa sensibilité et suivant qui on a en face, ça peut marcher facilement. Super. Bah, écoute, on a bien pris note de tout ça. Merci pour ce partage par rapport à l'émission. Et du coup, bah, pour continuer là-dessus, est-ce que tu as des anecdotes justement dans tes expériences d'entreprise que tu aimerais nous partager? On n'a pas beaucoup parlé pour le moment de la partie entrepreneuriat féminin. T'inquiète pas, j'y viens. Parce que j'en ai des anecdotes justement sur Check Nourri. Il y a un élément qu'on sait peu, parce que c'est vrai que c'est moi qui suis on va dire le gars qu'on met devant, parce que je suis à l'aise, voilà, je sais expliquer, et puis j'aime ça. Mais dans quasiment tous mes projets, je ne suis pas seul. J'ai des associés partout, et des associés et eux partout. Notamment, ma femme me suit dans quasiment tous mes projets. Ok. C'est quand même important parce que mine de rien, le couple vit au rythme des entreprises et des galères également. Et justement, l'instinct qu'elle a et que je n'ai pas est assez incroyable. Aujourd'hui, le directeur de Check Nourri, enfin le directeur d'établissement de Check Nourri, donc de l'agence de Chantilly, qui s'appelle Étienne, on l'a recruté en urgence pendant le Covid. On était débordé de demandes parce qu'on avait du stock et puis il fallait mettre tout le monde en télétravail. Donc il fallait aller très vite. Donc on a recruté un technicien en se disant peut-être qu'il montera plus tard. Et donc la suite montre que oui, puisqu'il est devenu numéro 2 de l'entreprise. C'est elle qui l'a choisi contre mon avis. D'accord. On s'est engueulé à ce sujet-là, parce qu'on avait 2 candidats finalistes,
Et on avait donc un gars un peu comme moi avec du bagou qui expliquait bien, machin. Bon, techniquement, il avait une super expérience. Enfin, toutes les cases étaient OK. Et à côté, elle avait, elle, sélectionné en finale, euh, puisqu'on fonctionne beaucoup comme ça, chacun sélectionne un finaliste, et ensuite on confronte. Elle avait sélectionné un gars tout timide, qui était rouge fluo dès que je lui posais une question, qui était pas, tout pas bien, tout renfermé, très jeune, une expérience, mais un peu border. Je dis, mais enfin, c'est quoi ton candidat là? Elle dit, non, mais c'est lui qu'il te faut. Bah non, si, si. Toi, t'es un fouteur de merde, t'es un bordélique dans ta propre boîte, t'en fous partout. Lui, il est ultra carré. Et surtout, comme il est jeune, il va apprendre avec toi, mais il va pas te contredire au début. Donc ça t'ira. Ton autre copain, là, que tu vois, celui qui a une grande gueule, dans 2 mois, vous vous criez dessus, et tu le vires. Ouais, Elle a cerné qu'il fallait de la complémentarité. Mm. exact. C'est elle qui a été chercher la complémentarité partout où il y en avait besoin, et notamment sur Cheikh Nouri. Sans Étienne, Cheikh Nouri n'aurait pas survécu au passage Informatruc, puisque je bordélisais encore plus, étant moins présent. Donc quand j'arrivais, je jetais plein de bordel, de il y a ça à faire, il y a ça, il y a tel dossier, il faut faire comme ça. Ah, j'ai une nouvelle idée, on va changer ça, on lance un nouveau produit. Et puis on se revoit dans 2 semaines. Et sans quelqu'un d'ultra carré comme Étienne, ça l'aurait pas fait du tout. Et c'est elle qui a eu l'idée de, pareil, de bouger quelqu'un de Cheikh Nouri pour le mettre sur l'informatruck pour m'obliger à structurer les choses. Enfin, voilà, Ok. elle m'appelle souvent l'organisateur désordonné. C'est-à-dire que je lance plein de choses, je sais organiser les choses pour les autres, mais moi je suis d'un bordélisme incroyable. Et après, Oui, mais tu te retrouves dedans, donc en effet, c'est le. Ouais. bah depuis, c'est elle qui fait tous les recrutements et je me pose plus la question du tout. Je veux plus savoir, choisis pour moi. Voilà, laisse. Je te laisse gérer. Et donc côté femmes entrepreneurs qui me suivent, justement dans mes projets, il y a également ma maman qui est entrepreneur à son compte, elle a sa propre boîte. Donc ça c'est pareil, Super. Dans l'informatique aussi? pas du tout. Pas du tout. Oh, oh là là, absolument pas. Dans la partie administrative et comptabilité, elle était comptable de métier initialement, avant de faire maire de village et d'être impliquée dans la vie locale politiquement. D'accord. Et là, depuis elle est plus maire de village, bah, elle m'aidait un petit peu, elle me faisait mon administratif, parce que les papiers, ça me fatigue. Puis elle gère la liaison avec le comptable, parce que les comptables, moi, ils me fatiguent aussi, j'ai que des... On se retrouve là-dessus. des- voilà. Et elle les comprend bien, ils arrivent à se parler, donc c'est super. Et puis bah, mon papa a créé sa boîte aussi en 2017. Et puis bah, mon oncle a créé aussi, enfin il a plusieurs boîtes. Enfin, tout le monde a commencé à en créer. Puis tous ont demandé, maman, tu veux bien gérer ça? Toi, on a un dossier d'appel d'offres, toi t'aimes bien ça? C'est des trucs de mairie, c'est facile pour toi. Les trucs de mairie. Voilà, donc tu peux le faire pour nous. Donc bah, elle a dit oui au début. Puis bah, au bout d'un an, elle a dit bon, vous commencez tous à me saouler, je crée ma boîte et je vais vous facturer maintenant parce que vous me prenez trop de temps. Et bim. Donc maintenant, elle nous facture. Ouais. Elle a sa boîte, et donc elle gère l'administratif et la compta d'une dizaine de boîtes qui sont toutes dans le giron familial, on va dire. Et comme ça, maintenant, bah, elle aussi est entrepreneur. Et je l'ai associée à l'Informatruck en tant que DAF interne. Excellent. Donc, c'est-à-dire elle est rentrée en tant qu'associée pour l'Informatruck. Ce qui fait que l'Informatruck, nous étions à parité parfaite, avec Cyril Morel qui est arrivé un peu après en tant qu'associé sur la partie commerciale, D'accord. que moi sur la partie technique, et côté féminin. Donc nous avions la partie humaine qui est un gros morceau dans Informatruck, donc qui était géré par Virginie, et la partie administrative, financière et contrat, qui est aussi un gros morceau puisqu'on avait à faire à des très grands groupes en face, donc il fallait vraiment être carré sur ça, qui était géré donc par Marie Chantal, ma maman. Depuis, c'est toujours le cas. Ici Répare, la start-up d'après, j'étais le seul homme d'ailleurs. C'était deux entrepreneurs, eux, plus moi. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette volonté aussi d'inclusion.
Et si on revient sur l'informatruck, on a le même sujet. Ouais. Là aujourd'hui, donc tes podcasts sont orientés sur l'entrepreneuriat féminin, mais c'est pareil, l'inclusion des femmes dans les milieux techniques comme la réparation, c'est une galère aussi, parce on avait du mal à avoir des candidates. On a énormément de candidats, mais très peu de candidates, mais surtout parce que l'image du métier, de se dire je vais devenir réparateur, donc réparatrice, ah ouais, c'est moins courant. Mais en plus, je vais être réparatrice en conduisant un camion. D'accord. En termes d'image, on en a, enfin c'est pas simple de sortir des préjugés qui se disent bah ouais c'est un métier d'homme ça. Bah pas du tout. J'ai pour exemple la deuxième, celle qui avait le camion numéro 2. On était très fiers de l'avoir, Aurore. Je sais qu'elle a retrouvé du travail aujourd'hui justement toujours dans la réparation, qui gérait le camion numéro 2, qui était donc le camion sur l'Aisne, donc vraiment des zones justement très pauvres qui avaient un besoin énorme, et c'est elle qui a été moteur sur la partie électronique. C'est-à-dire que c'est elle qui a commencé à créer les supports et à former les autres techniciens euh, dans les informatrucks sur bah aujourd'hui on va réparer un Cookéo parce qu'il y a de la demande. Aujourd'hui on va réparer je sais plus ce qu'elle nous avait fait, elle avait fait toute une liste de produits, mais je me souviens du Cookéo parce que c'était une demande très très forte, très récurrente. Mais tous ces produits-là qui sont du quotidien, bah, c'est elle qui formait après la partie électronique, qui formait les autres. Elle était très vite montée en compétence, elle avait trouvé sa place, et c'était un super exemple bah, pour dire mais pourquoi est-ce que vous vous limitez en disant non, c'est pas un métier pour une femme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui? Enfin, je veux dire, tous les outils techniques sont faits pour que ce soit utilisable par tout le monde. Tout à fait. Homme, femme, voilà. Et handicap ou pas, d'ailleurs. C'est une question de compétence et pas de genre. Nous, c'était les deux en même temps. Donc c'est ça qui était génial dans le truc, c'est que Ouais. on prenait, entre guillemets, n'importe qui. Il n'y avait pas de critères liés à l'âge, au sexe, au lieu non plus. On avait besoin de gens partout. Au type de handicap, on était obligé de cibler un tout petit peu, il fallait qu'il y ait la possibilité de conduire. Ouais. Mais hormis ça, venez, venez, en plus on vous forme. Exact. Donc c'était vraiment cette idée d'inclusion massive. Et pour l'entrepreneuriat, il est vrai encore, et notamment côté start-up, quand je fréquente encore beaucoup les incubateurs, la part féminine, elle n'est pas encore au top. Mais c'est peut-être aussi parce que cette image de le start-upper, c'est un homme, c'est pas une start-upeuse. Et je crois que ça se voit dans les chiffres. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que côté levée de fonds, c'est pareil, les entrepreneurs, on va dire les start-upeuses, ont plus de mal à lever. Mais c'est aussi, pour moi, lié au nombre, parce qu'il y en a moins. Alors qu'en fait, quand on regarde, enfin celles que je fréquente, que j'accompagne plusieurs start-upeuses aussi, pas que des start-upers, elles sont vachement plus carrées. Il y a cette notion, je pense, d'ego qui est plus facile à ranger chez les start-upeuses dans la poche quand on a besoin d'analyser, d'aller chercher des choses et de se remettre en question, et qui est peut-être un peu trop présent chez les start-upers hommes qui ont plus de mal à aller, et moi compris, hein, sans, sans Virginie, j'aurais probablement pas fait autant le bilan de mes expériences. Parce qu'il faut réussir à se départir de ça, et c'est vrai qu'il y a une acculturation de l'égocentrisme masculin qui est réel, et qui, je pense, est préjudiciable lorsqu'on est entrepreneur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, désormais, donc sur pour continuer là-dessus, est-ce que tu arrives dans l'accompagnement que tu apportes à attirer aussi des profils comme ça aussi, justement pourraient bénéficier de ton accompagnement et Mmh. Tout à fait. Alors, je les ai plus en formation qu'en accompagnement. Donc ça, c'est un aspect différent aussi. C'est que bah forcément, il y en a moins. Il y a moins de start-upeuses que de start-upers, dont statistiquement, ma clientèle est représentative. Mais je me fais justement un devoir d'essayer d'aller chercher plus des start-upeuses, parce que justement, l'avantage d'être accompagné par quelqu'un comme moi, c'est que j'essaie d'être lucide sur les obstacles supplémentaires qu'elles vont avoir, notamment sur la levée de fonds, notamment sur les pitchs, même si ça s'améliore en termes de concours et que c'est beaucoup plus équilibré maintenant, et qu'il y a certains concours réservés aux femmes. ouais, Formatruck avait d'ailleurs été finaliste sur Be a Boss entrepreneuriat féminin, et c'est l'un des rares concours où c'est pas moi qui pitchais. ouais. C'est ma maman qui y a été pour présenter le projet, ce qui était normal. Et c'était chouette, je me souviens qu'elle avait adoré l'expérience, et après on se partageait plus souvent les pitchs. C'est super. Ah bah alors
Parfait. Très bon concours d'ailleurs dont on est partenaire en plus. Typiquement un concours où j'espère revenir. Je viendrai, je suis pas jury ou quoi, mais ne serait-ce que de venir, à la finale, je pense que j'y repasserai une tête parce qu'on y a découvert des pépites, incroyables. Je confirme. Et puis même là, pour cette nouvelle édition, il y a vraiment des projets pour se départager. C'était très, très compliqué, hein. Donc, pour te dire. Je le note. D'ailleurs, c'est le 25 septembre, au cas où, si tu ne fais rien à l'occasion. Une période chargée septembre, Oui, bah ça, c'est c'est toujours la guerre entre les événements, les rendez-vous et tout. Donc, avec 2 jours avant le big aussi, bah, ah oui, en plus. Je, je confirme. voilà. Donc le big, où je serai conférencier sur l'après-midi pour parler de la résilience, entrepreneuriale. Ah, super. Parce que ça, c'est aussi un sujet. Et si on veut aller jouer sur les différences hommes-femmes, justement, des personnes que je fréquente, les start-upeuses ont l'air de savoir mieux rebondir. Et peut-être justement lié au fait que l'ego est mieux maîtrisé de leur côté. Parce que pour rebondir, il faut déjà savoir faire son constat d'échec, donc se dire, bon, ça c'est loupé, ça j'ai mal fait, ça faut que je fasse mieux, pour pouvoir ensuite avancer. Je pense que c'est lié. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour conclure, est-ce que tu aurais une recommandation à apporter donc à nos entrepreneurs et surtout aussi à nos entrepreneurs féminines? Eh bien, j'aurais un seul conseil, mais juste oser. En fait, la prise de risque, c'est pareil, elle va avec l'ego, donc elle est plus présente, je pense, chez les hommes, parfois mal maîtrisée aussi, mais la prudence dont on fait preuve parfois en se disant oh, je sais pas si ça va marcher, c'est aussi ce qui freine les grandes innovations. Je suis sûr que parmi celles et ceux qui écoutent ce podcast, il y en a plein qui vont se dire tiens, j'ai une idée, mais j'ose pas, j'ai un projet. Alors déjà, faut en parler. Ça sert à rien de le garder entre soi, faut en parler le plus largement possible pour pouvoir l'amender. L'intelligence collective, c'est une réalité. C'est-à-dire que à 3 cerveaux, on est beaucoup plus fort qu'à un parce que les points de vue, les prismes vont être différents. Donc faut en parler de ces idées. J'ai une idée, j'ai un peut-être projet, un peut-être truc, une vague petite phrase, tiens j'aimerais faire ça, j'ai constaté une problématique, je me pose la question de la résoudre, bah oui, déjà faut en parler. Et une fois qu'on en parle, il n'y a plus qu'à construire. Après c'est facile, hein, les faucons yaka, hein, bien entendu, mais l'idée c'est ça, en parler et après se faire accompagner, bien entendu ça peut aider, ne serait-ce que par un incubateur, ça permet de mélanger les idées, il y a plein d'incubateurs super, j'ai beaucoup fréquenté Euratechnologie à Lille, qui est un incubateur très très chouette, mais il y en a même plus près de chez moi, il y en a dans l'Oise, il y en a un qui s'appelle Itera qui est à côté, il y en a partout maintenant sur le territoire. Et ça aide beaucoup. Donc toujours, oui, toujours en parler, ensuite se faire entourer pour pouvoir échanger les idées, la faire mûrir, faire progresser et avoir des points de vue différents. Et puis après, il faut se lancer, c'est parti. On a la chance d'avoir un super financeur de lancement qui s'appelle France Travail, en France, plus toutes les aides qu'on peut aller chercher, mais après ça, il faut les trouver, monter les dossiers, mais ne serait-ce que la possibilité de se lancer avec France Travail, avec les ACRE et AR, ou je sais jamais les prononcer, mais enfin les aides au lancement, euh, qui permettent de garder un peu son chômage quand on se lance, c'est génial ça. Ça permet d'expérimenter quelques mois en se disant j'ai pas de pression, j'ai X mois de chômage devant moi, je me lance. Si je vois que ça prend pas, eh ben je débranche la prise et je retrouve du boulot salarié ou autre. Essayez, il faut essayer, il faut oser. C'est le plus important, c'est le mot-clé, oser. J'aurais pas dit mieux, et c'est vrai que mieux vaut oser que d'avoir, comme on dit, c'est mieux vaut avoir des remords que des regrets. C'est bien ça. Voilà. Exactement. Nous, on a une petite version aussi familiale qui est de dire qu'on a l'habitude de préférer demander pardon que demander la permission. Ouais. C'est bien aussi. Mais c'est exactement ça, si on n'ose pas, on ne saura jamais. Tout à fait. Et dans les petites phrases, au pire, ça marche. Exactement. Tout à fait. Et ça sera la meilleure des expériences en plus au passage. De toute façon, ça enseigne des choses, et voire même les galères nous apprennent beaucoup plus que les succès. Ouais.
et ça nous permet de nous révéler. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, j'aurais jamais été aussi à l'aise à naviguer dans de l'incertitude ou des contextes économiques comme actuellement. J'ai aucune inquiétude sur le fait que je vais arriver à faire des trucs. Je sais pas quoi, mais je vais arriver à faire des trucs. Ouais. Et ça nous permet de nous révéler. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, j'aurais jamais été aussi à l'aise à naviguer dans de l'incertitude ou des contextes économiques comme actuellement. J'ai aucune inquiétude sur le fait que je vais arriver à faire des trucs. Je sais pas quoi, mais je vais arriver à faire des trucs. Alors qu'il y a quelques années, j'avais pas subi autant de galères, j'avais pas subi des liquidations de start-up ou autres. Et il y avait toujours le côté, bon, peut-être que là je vais trop loin ou trop vite, ou je sais pas, est-ce que je lance vraiment ma deuxième start-up en même temps? Ah non, il n'y a plus de question, c'est oui, c'est on y va. Et on fait au mieux. Et dès lors que je donne le meilleur de moi-même, qui peut me reprocher quoi que ce soit? De toute façon, je peux pas faire plus, je suis au meilleur de ce que je peux donner. Exactement. Et qu'il n'y a que toi pour le faire en plus. Et c'est ça. Il n'y a que moi pour le faire. Et justement, c'est aussi ça dans le oser. Si vous y pensez, vous êtes la bonne personne pour le lancer. C'est vrai. Puisque c'est 100% de plus que les autres qui n'y pensent pas. Je confirme. Bah, Cyril, merci beaucoup. C'était un énorme plaisir d'avoir échangé avec toi. Avec plaisir. Merci à vous tous pour nous avoir suivis, écoutés, regardés. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Où sont les hommes? Bonne journée à tous. Où sont les hommes? Des alliés pour un monde nouveau.